Avant d'évoquer ce cataclysme économique, je tiens à dire mon soutien à toutes les familles touchées, parfois tragiquement, par cette épidémie. Elle nous a fait prendre conscience que nous devions repenser notre façon de vivre et redonner du sens à la vie de nos entreprises. Pendant 3 mois, nos métiers, qui sont le cœur de la filière tourisme, pesant 8% du PIB, 1 million d'emplois et autant d'emplois indirects, ont été les plus durement impactés sans pouvoir imaginer d'autres horizons. En effet, le 14 mars 2020 à 20 h, le Premier ministre, Édouard Philippe, indiquait qu'à minuit, nos cafés-restaurants devaient fermer dans un souci de protection de santé face à la propagation du coronavirus. Nos hôteliers non concernés par cette décision administrative ont été également contraints indirectement de clore leurs hôtels, ne pouvant protéger leurs salariés avec des masques et du gel, produit qui à cette époque était introuvable et qui était réservé si peu au personnel soignant. Et faute de clients d'affaires ou de clients touristes, ils n'ont pas eu d'autre choix que de baisser le rideau également. Roland Aiguille, Hervé Beckham, au niveau de l'Uni nationale, ont défendu avec ferveur les intérêts de nos CHRD et Hubert Jean, président national des restaurateurs, nous indiquera en détail les avancées obtenues. Alors, toutes les règles que vous connaissez, le chômage partiel sur 39 heures, les prêts bancaires, le non-prélèvement de la SSM et des mutuelles HCR Santé, l'aide de l'État, de l'URSSAF et bien d'autres mesures. La solidarité nationale a été au rendez-vous pour nous soutenir dans nos difficultés et très sincèrement, je les en remercie. Il est à noter l'implication permanente de votre UMI Côte d'Or qui n'a jamais arrêté de tenir informés ses adhérents depuis le 14 mars 2020, que ce soit par mail, par Facebook, appel direct aux adhérents pour savoir si tout allait bien, s'ils avaient besoin d'aide ou d'informations. Pendant la fermeture de leurs établissements, presque 600 adhérents ont été contactés par notre secrétariat. Vous êtes nombreux à avoir posé des questions précises et Isabelle et Stéphanie vous ont adressé des consultations circonstanciées par rapport à vos problématiques. Une page spéciale coronavirus a été créée sur notre site internet actualisé tous les jours pour vous tenir au courant de toutes les nouveautés dans notre secteur. Vous avez tous reçu le protocole sanitaire, les fiches métiers réalisées par l'Uni nationale pour faciliter la réouverture de vos commerces le 2 juin, avec les affiches correspondantes pour expliquer à vos clients les gestes barrières à respecter. Nos partenaires, Gilles Clavel de la société Lax et Christophe Guetin de France Uniforme Service, ont été réactifs pour vous vendre des masques, du gel hydroalcoolique, denrées qui étaient parfois introuvables à cette époque. Aussi par la mise en place d'ateliers de sensibilisation aux gestes d'hygiène spécial Covid-19 et à des conseils en vue de la réouverture de nos établissements prodigués par Stéphanie Chevalier-Lopez de la société SCP Qualité, qui a gentiment animé des visioconférences en informant 154 professionnels et environ 341 exploitants avec leurs salariés. Je la remercie très chaleureusement. C'est vrai qu'elle nous a beaucoup aidés à savoir quel était notre futur et je pense que nous devrons nous en souvenir car sa formation a été vraiment bénéfique pour chacun d'entre nous. L'UMI 21 aussi, grâce au stage obligatoire ou non proposé par UMI Formation en visioconférence pendant cette durée de confinement. Merci aussi à Anne Vrojac, qui est coach consulting et a aidé certains d'entre vous dans le montage de leur dossier BPI pour obtenir un prêt bancaire. Je pense que ça aussi a été une chose qui a été fortement appréciée par l'ensemble de nos adhérents. Et puis l'UMI Côte d'Or a également été sur tous les fronts pour défendre nos intérêts au niveau local et obtenir particulièrement l'agrandissement des terrasses de nos cafetiers restaurateurs, en siégeant régulièrement dans la commission tenue notamment par la mairie de Dijon chaque semaine. Merci à cet égard aux municipalités tant dijonnaises que beaunoises et les autres pour ne pas avoir facturé jusqu'en juin les droits d'occupation du domaine public et pour cet agrandissement autorisé jusqu'en août à titre gracieux. Nos élus ont été à l'écoute de nos revendications. Nous sommes parfaitement conscients que les contraintes sanitaires actuelles vont réduire nos volumes d'affaires, parfois de 50%, parfois plus, malheureusement. Et plutôt couvrir à perte, certains préféreront attendre. Mais comment vont-ils survivre en attendant? J'ai une pensée très forte pour les discothèques, le monde de la nuit, qui subit encore et durement les décrets imposés.
Il y a pas mal de changements, je crois, mais peut-être que Gilbert Febvre et Louis Jean pourront nous en dire quelques mots tout à l'heure. La situation, enfin, je pense qu'on est tous conscients, est alarmante et nous espérons que les touristes français et étrangers seront au rendez-vous pour relancer notre économie, car nos statistiques sur un panel d'une trentaine d'hôtels représentatifs sont parlantes au niveau de l'hôtellerie. Notre secteur touristique n'est pas encore en réanimation, il est encore dans le coma. En mai 2020, quelques chiffres quand même, je pense que c'était important à vous donner, très peu, mais quelques-uns quand même, pour voir la comparaison. En mai 2020, les professionnels ont vendu 2000 chambres, alors qu'en 2019, à la même période, ils en avaient vendu 37 255. C'est vous dire la différence. Le taux d'occupation du mois de mai a été de 3,68%, alors qu'il était de 69,63% en mai 2019. Un écart de moins 65,85%. Les restaurants d'hôtel, puisque nous tenons les statistiques des restaurants d'hôtel, et par défaut, donc, ont perdu 32 912 couverts sur le mois de mai. Au cumul de janvier à mai 2020, nos hôteliers ont perdu 41,84% de taux d'occupation. Pratiquement 100 000 chambres non vendues et 79 524 couverts non servis. C'est vous dire l'étendue de la perte de chiffre d'affaires pour chacun d'entre nous. Pour traverser cette tempête et échapper au dépôt de bilan, il nous faut au plus vite alléger les charges de nos entreprises. Nous comptons sur un soutien massif de l'État pour éviter un amoncellement de dettes, un plan de relance rapide annoncé par le gouvernement, que nos communes soient des partenaires en abaissant leur fiscalité autant que la loi le permet, et que les assureurs, grands absents de cette mobilisation, prennent enfin leurs responsabilités vis-à-vis de nos CHRD. Face à ce tsunami dont personne ne connaît encore l'amplitude à venir de la crise économique qui succédera à celle sanitaire, il nous faut nous relever pour sauvegarder nos entreprises et les emplois qui en découlent. Il nous faut rassurer nos collaborateurs. Il nous faut rassurer nos clients pour qu'ils reviennent en masse en communiquant positivement. Je crois que c'est notre mot d'ordre, communiquer positivement. Nos offices du tourisme doivent séduire les Français pour les faire venir en Côte d'Or. Quoi de plus beau que la Côte d'Or, avec une belle campagne de promotion pour notre département. Nous comptons sur eux pour nous apporter une bouffée d'air indispensable pour honorer les crédits contractés à l'occasion de ce raz de marée industriel. Je me veux optimiste car il nous faut aller de l'avant. Nous savons tous qu'il y aura un avant et un après Covid-19. Nous allons devoir nous réinventer, séduire nos consommateurs, maintenir des relations étroites avec eux, les tranquilliser, notamment sur les mesures d'hygiène que nous avons instaurées pour leur sécurité dans nos lieux de convivialité, repenser notre accueil, proposer des offres adaptées, peut-être en accent sur la vente à emporter pour certains, revoir nos plages horaires. Il nous faut reconstruire, reprendre espoir, et innover. Dans chaque épreuve, ne cherchons pas l'ennemi, cherchons l'enseignement. Relevons-nous de tous ces obstacles ensemble et croyons tous en des lendemains meilleurs. Voilà mon souhait en tout cas pour le futur. Je laisse la parole à Philippe Gaillard pour l'examen des comptes 2019. C'est Marine qui m'appelle. Quelqu'un est parti la chercher? Merci. Marine. Mesdames, Messieurs, au cours de cet exercice, notre association Personne n'est parti la chercher. un recette de cotisation syndicale de 181 794 €. Ce chiffre est en légère hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, au cours duquel il avait atteint 173 670 €. Les autres recettes syndicales, Panonceau... Je pourrais m'excuser que ceux qui peuvent couper leur micro parce que nous n'entendons pas complètement Philippe Gaillard. Merci donc de vous mettre en mute sur l'ensemble de vos micros. Les autres recettes syndicales, Panonceau, produits divers, partenariats, s'élèvent à 23 577 € sur l'exercice 2019 contre 21 374 € sur l'exercice précédent. Le montant des dépenses syndicales, cotisations fédérales, assistance juridique, imprimés, est passé de 47 996 € pour l'exercice 2018 à 55 980 € pour 2019. La hausse de ces dépenses provient essentiellement de l'assistance juridique qui a augmenté de 6 808 € par rapport à l'année dernière. Le résultat de l'activité syndicale se traduit, avant variation des stocks de fournitures, par un résultat positif de 149 391
191 € contre 147 048 € en 2018. La location de la rue de Broglier nous a permis de réaliser un montant d'encaissement de 32 024 €, loyers et charges, sur l'exercice, contre 32 226 € en 2018. Nous vous rappelons que l'activité est soumise à l'impôt sur les sociétés. Les autres achats et charges externes, regroupant les assurances, les honoraires des dépenses d'entretien, les frais de déplacement, etc., s'élèvent à 103 740 € sur l'exercice, contre 73 248 € en 2018, soit une hausse de 42% des charges externes. Cette hausse est expliquée en grande partie par deux charges exceptionnelles importantes intervenues sur l'exercice 2019. Des travaux réalisés sur le toit du bâtiment pour 11 619 €, la refonte du site internet pour 14 162 €. La masse salariale ressort à 103 069 € contre 102 304 € pour l'exercice précédent. Les impôts et taxes de l'exercice s'élèvent à 9 154 € contre 9 160 € sur l'exercice précédent. Les dotations aux amortissements ont été comptabilisées pour 31 811 € en 2019. Pour l'exercice 2018, le montant comptabilisé était de 32 853 €. Ainsi, le résultat d'exploitation de l'exercice fait ressortir une perte de 53 455 € pour 2019 contre une perte de 23 958 € sur l'exercice précédent. L'aggravation de la perte d'exploitation est à nuancer des deux charges exceptionnelles de toiture et site internet pour un total de 25 781 €, sans lesquels la perte de 2019 ne serait que de 27 674 €. Le résultat financier de l'exercice s'élève à moins 3 170 €. Le résultat exceptionnel de l'exercice s'élève à plus 19 000 € en raison de la reprise d'une subvention. Compte tenu de l'impôt sur les sociétés de 990 € déterminé sur l'activité location et sur nos revenus de placement financier et d'un remboursement d'impôt de 6 057 €, l'exercice se traduit par une perte nette de 33 099 € contre une perte nette de 29 972 € en 2018. Je vous remercie. Merci Philippe pour la lecture de ces résultats. Bon, je vais vous demander de l'approuver bien évidemment. Nous nous tenons à vos dispositions pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Notre syndicat est bien géré. Nous avons des dépenses particulières, comme l'a souligné Philippe, au cours de l'année 2019. Nous avons refondé complètement notre site internet. Je pense que vous l'avez apprécié tous pendant cette malheureuse période de confinement. Et donc, je vous propose dans un premier temps d'approuver donc notre budget, enfin nos résultats 2019. Donc, qui s'oppose? Qui s'abstient? Y a-t-il des questions dans les médias? Je n'entends pas, donc je vous remercie d'approuver globalement donc, ce résultat 2019. Nous gérons avec attention les comptes de notre association, je le répète, qui aujourd'hui se porte encore plutôt bien, mais je compte sur vous tous pour que nous continuions à toucher en fait les abonnements que vous réglez chaque année de manière à ce que nous soyons toujours capables de pouvoir vous aider dans les situations que nous venons de traverser. J'en profite juste quelques mots avant de laisser la parole à Hubert Jean, de vous dire que j'aimerais remercier bien évidemment Isabelle Grandin pour le travail qu'elle a fait pendant tout ce malheureux épisode du Covid-19. Très sincèrement, Isabelle Grandin et Stéphanie ont été extrêmement présentes. Nous leur avons demandé, le conseil d'administration et le bureau, d'être présentes. Elles l'ont été. Donc, je vote véritablement une mention très positive pour Isabelle Grandin et Stéphanie, que je vous remercie quand vous les verrez de féliciter. Et puis j'aimerais aussi remercier Lionel Petit-Colas qui est absent aujourd'hui pour cause de colique néphrétique, le pauvre, je le plains. J'espère qu'il peut au moins nous regarder, parce que je sais que ça fait souffrir terriblement. Donc merci à Lionel Petit-Colas pour le travail aussi qu'il a fait avec l'ensemble du bureau, pour les terrasses aussi, ou aux nombreuses réunions à laquelle nous avons participé, que ce soit avec la mairie, que ce soit avec Créative, dont je reparlerai un peu plus tout à l'heure, et puis aussi avec la préfecture. Le préfet a reçu
nos métiers dernièrement. Nous lui avons évoqué les problèmes que nous continuions à avoir par la faute de cette crise. Donc merci à Lionel Petit-Collat encore une fois. Merci à l'ensemble des présidents. Gilbert Febvre qui est à mes côtés, président des cafetiers du monde de la nuit. Merci à Stéphane Derbord que j'aperçois sur un écran un peu plus loin, qui m'a l'air toujours en pleine forme. Et puis merci aussi aux membres du bureau, Philippe Gaillard bien évidemment, Alexander Krips, j'oublie, souffle-moi, Philippe, enfin tous ceux que Brionès. je ne cite pas et que je vous prie d'excuser, Fabrice aussi, Éric Brionès. Éric Brionès, bien évidemment. Ah oui, Brionès. Donc merci à tous, merci aux membres du bureau aussi. Nous avons travaillé ardemment, croyez-moi, pour la défense de nos intérêts à tous, et je pense que c'était à souligner. Je t'en prie. De dire que si parfois certains se posent la question de l'intérêt d'adhérer à l'UNIH, je peux dire que là, dans ces périodes-là, on se rend compte qu'on se sent moins seul, et je peux dire que c'était assez formidable d'avoir toujours une réponse, un accueil formidable, et je peux dire que pour nous, on était perdus, on ne savait pas, on a vécu plein de moments difficiles, hein, et on savait qu'on pouvait toujours se retourner sur les équipes qui pouvaient nous donner des informations. On a pu participer à des formations gratuites, on a pu faire plein de choses. On s'est senti beaucoup moins seul, et vraiment, ça nous a permis de passer cette période difficile avec un peu plus de facilité. Moi, je voulais à tout prix, moi aussi, me joindre à ces remerciements, parce que sans elle, forcément, ce confinement aurait été différent. Merci Jean-Louis. Écoute, je pense que l'équipe est touchée droit au cœur, parce qu'effectivement, il y a eu du temps passé et il y a eu vraiment du travail, je crois, fait pour aider nos adhérents dans la totalité. Et c'est cette solidarité qui a permis à l'UMI sur le plan national, et je pense que Hubert Jean le soulignera aussi tout à l'heure, c'est cette solidarité non seulement de la Côte d'Or, mais de tous les départements et de nos présidents, Hubert Jean, Roland Aiguy et Hervé Beckham, ainsi que Laurent Duc aussi, de véritablement avoir tout ce qu'on a pu obtenir en matière d'intérêt pour nos métiers. Voilà, écoutez, je redirai quelques mots tout à l'heure. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je laisse la parole à Hubert Jean, président de la restauration pour l'UMI, que, encore une fois, je remercie d'être avec nous aujourd'hui. Ben, merci, mon cher Patrick. Et bonjour à toutes et à tous. Content d'être parmi vous. J'aurais préféré le faire de façon présentielle. Hélas, l'actualité en a voulu autrement. J'ai entendu largement tout ce que tu viens d'évoquer. Je confirme que la Côte d'Or fait partie des départements qui ont été très présents au moment de la crise. Juste une chose, il y en a malgré tout sur l'ensemble du territoire qui ont disparu corps et bien durant cette crise-là. On regrette profondément. Cependant, à côté de ça, on a des départements qui ont été extrêmement présents et qui, vous allez le constater certainement dans les semaines qui viennent, parce que j'apporte juste une précision. Je suis président aussi du département du Finistère, qui est un gros département. On a plus de 1000 adhérents. Et je m'aperçois aussi qu'en ayant bien fait le job, on a des nouvelles adhésions qui arrivent tous les jours avec des petits mots encourageants. Et puis, ce que tu viens de dire, Patrick, c'est juste aussi la récompense des uns et des autres sur l'investissement qu'on porte à l'ensemble de nos collègues sur tout du long de l'année, tout au moins, et plus particulièrement tout au long de cette crise, parce qu'il a fallu sérieusement s'accrocher depuis la première heure et la première minute où on a été fermé administrativement. On n'a rien lâché. Ça a été source de motivation pour les uns et pour les autres. Je vous confirme qu'on a beaucoup travaillé. Je ne connaissais pas les réunions Zoom. J'en ai fait jusqu'à 5 par jour, hein, de 9h du matin jusqu'à 11h le soir. C'était enrichissant, mais aussi extrêmement fatigant. Pour un cuisinier comme moi, ça change toujours un tout petit peu, mais on fait autre chose. Voilà, donc le point
en fonction de ce que tu viens de dire, Patrick, d'évoquer sur ce qui s'est passé depuis. Donc, je vais laisser de côté le chômage partiel parce qu'il a été largement traité. Et je pense que le point extrêmement positif dans notre pays, tout au moins aujourd'hui, c'est que heureusement qu'on a eu cette solution-là parce qu'on a pu sauvegarder nos emplois. Et tant et si bien que c'est tellement bien représenté qu'on a beaucoup de nos salariés. J'en parle en parfaite connaissance, qui n'ont pas voulu forcément reprendre le travail à la réouverture de nos entreprises. Donc, si tu veux bien, Patrick, hein, je vais parler juste des sujets nationaux comme ça, et puis après, je vais m'orienter plutôt vers les sujets dont je suis le récipiendaire, qui sont les sujets de la restauration. Et donc, tu as un éminent représentant à travers Stéphane qui est là et qui, bien lui en a pris, a cédé son affaire il y a un peu moins d'un an. Sur donc, le chômage partiel, ça fait partie, si on détaille nos comptes d'exploitation, chômage partiel, les postes de salaire. Bon, évidemment, les postes d'achat de marchandises, il y en avait pas. Et pour le coup, les charges fixes auraient dû être largement traitées par nos pertes d'exploitation. Donc, on est extrêmement bordé sur ce sujet-là. Depuis 15 jours, a été acté au directoire que nous attaquions en frontal, en procédure juridique, la Fédération des assureurs. La voie qui a été choisie est une voie où il y a une procédure précontentieuse qui a été entamée. Il y a un peu moins il y a 10 jours exactement, où une chose est certaine, depuis 10 jours, nos avocats se parlent, échangent. Donc c'est plutôt bon signe, puisque ce n'était pas le cas auparavant, parce que avec ces gens-là, il n'a jamais été question de parler. Je vous rappelle que le Premier ministre et le ministre de l'économie avaient imposé aux assureurs une deadline au 11 mai pour venir parler avec nous et mettre des solutions en place concernant nos pertes d'exploitation. Tel n'a pas été le cas, puisqu'ils ont considéré qu'ils avaient suffisamment donné en alimentant un fonds à hauteur de 650 000 euros. Non, autant pour moi, 6,5 millions. Donc, vous avez tous, évidemment, en tant que bon adhérent de l'UMI, répondu au questionnaire BPI France sur l'évaluation concernant vos entreprises. Le taux de retour a été excellent. Je vous rappelle, ça s'est passé en 2 jours. Tant et si bien que nos chiffres à l'UMI, plus rapprochés des chiffres de BPI France, on avoisine à peu près entre 7 et 10 milliards d'euros les pertes d'exploitation sur nos métiers. Voilà poser le chiffre global de ce que représente la perte d'exploitation sur l'ensemble de nos métiers sur le territoire national. Et donc, les discussions vont s'établir sur cette base-là. Nous avons 2 volets d'action en ce qui nous concerne à l'UMI. Donc, cette procédure précontentieuse et une deuxième qui est menée de main de maître par Alain Grégoire, qui est le président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, me semble-t-il. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Tu me fais un signe de tête, Patrick, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la région Rhône-Alpes-Auvergne, présidée par Alain Grégoire, qui a une expertise personnelle sur le sujet des assurances. Et donc, lui, il est chargé, et ce sera fait d'ici la fin du mois de juillet, d'établir un contrat pour le CHR, comme on a monté le contrat de la mutuelle prévoyance
on montera un contrat mutualisé d'assurance pour l'ensemble de nos métiers. Répondra qui voudra. Mais aujourd'hui, en l'état actuel des discussions qui sont sur la table, beaucoup d'acteurs sont intéressés, qu'ils soient français et européens. Donc, ça veut dire que quelque part, notre part économique, notre prépondérance économique sur le marché de l'assurance a de l'importance. Donc, il est extrêmement important qu'en menant ce combat-là, qu'à côté de ça, on ait le combat défense et contentieux sur la Fédération des assurances. Voilà l'état actuel du dossier aujourd'hui. Roland Hegui m'a appelé en fin de matinée et il m'a confirmé que nos avocats se parlaient. Donc c'est un point positif parce que ce n'était pas le cas largement, loin s'en faut, auparavant. Donc voilà, aujourd'hui, en ce qui nous concerne, on avance très fortement. Donc je vous ai dit que d'ici la fin du mois de juillet, un contrat spécifique HCR ou CHRD sera en proposition sur la table, en négociation, à prendre et à signer avec le meilleur d'entre eux en fonction du cahier des charges que l'on a rédigé. Voilà le dossier des assurances. On ne désespère pas d'aboutir. Le choix avait été fait d'attaquer et de cibler les 5 plus grosses compagnies qui pèsent. En gros, ça doit faire 40% du marché aujourd'hui. Donc, il y en a 5 qui sont attaqués directement. Donc, on verra jusqu'où ça va porter. Je pense, je commence à lire des choses ici ou là où ça commence à chauffer un tout petit peu, mais aujourd'hui, ce qui est aussi extrêmement favorable à notre endroit, c'est que les élus, les parlementaires, en règle générale, sont très à fond derrière nous. Vous comprenez bien que le sujet, il est aussi extrêmement sensible parce que jusqu'à présent, on n'a généré que de la dette pour nos entreprises. Hein. Donc, les PGE, tout le reste, c'est que de la dette qui est générée et pas de l'aide économique directe. Donc, aujourd'hui, la perte d'exploitation pour laquelle nous avons largement contribué par des primes n'est pas traitée. Donc, on espère activement le faire. Donc, ça, je vous citerai, enfin, après ça, je vais déborder plus largement sur le phénomène de la restauration et ce que je souhaite faire avec le plan de relance qui va être annoncé au mois de septembre. Ce que tu as évoqué tout à l'heure, Patrick. Voilà. En ce qui concerne le sujet des discothèques que tu as évoqué tout à l'heure, je vois que tu as à côté de toi ton président des discothèques. Les choses bougent beaucoup. Je pense que, vu la pression qu'on est en train de mettre sérieusement avec nos camarades Laurent Lutz et Thierry Fontaine, qui est président du Monde de la Nuit, notamment sur les politiques, il y a eu, je ne sais pas si ton président des discothèques y était, mais en fin de semaine dernière, il y avait une soirée au Bellagio à Paris où il y avait entre 40 et 50 parlementaires qui étaient là, présents. Tout le monde commence à être extrêmement sensibilisé. Moi-même, j'ai les discothécaires de mon département, j'en ai 42 sur mon département. M'ont appelé ce week-end parce qu'ils voient ici ou là, je ne sais pas si c'est le cas en Côte d'Or, mais des BAM, des endroits où ça danse. Donc ils sont extrêmement frustrés et extrêmement furieux sur des endroits où il y a des lieux de vie qui sont a fortiori réservés au départ pour nos discothèques et où les gens viennent pour danser et autres. Et ces gens-là, ces lieux-là sont un peu déportés sur des gens de chez nous, forcément. Mais donc, il commence à y avoir un peu une tension extrême qui se porte. Et je pense que, vu la pression aujourd'hui qui est mise
sur nos politiques. Bon, j'ose espérer un résultat positif assez rapide d'ici les jours prochains. Voilà. Voilà l'état actuel du dossier tel que je le connais. Bon, dresser l'ensemble des dossiers d'ordre généraux. Moi, je me tiendrai à votre disposition après, si tu veux bien, Patrick, pour répondre à toutes les questions des uns et des autres. En ce qui concerne la restauration, pour ma part, donc, sujet qui m'est cher, depuis le début, j'ai eu un groupe d'élus de mon équipe du MIR Restauration qui m'a accompagné depuis les tout premiers jours de nos fermetures administratives. Donc, on avait une douzaine de collègues, dont Patrick Franchini qui est là, qui est président du Jura, où on a fait venir avec nous. Moi, j'avais demandé à Thierry Marx à ce qu'il puisse être présent avec nous parce qu'il avait l'expérience de sortie de confinement sur Hong Kong et sur la Corée. Il nous a apporté son expertise et puis c'est un vrai UMI. Donc voilà, donc ça nous a permis, nous, de rédiger les fiches métiers sur la restauration. Nous sommes les seuls à avoir passé les 4 ministères concernés, à savoir la DGE, Bercy, la DGT, ministère du Travail, la DGS, la Direction Générale de la Santé, et la DG, qu'est-ce qu'on avait comme ministère encore? Enfin, j'en avais 4. Bon, il y en a tellement que je les oublie, mais on est la seule branche à l'avoir fait. Donc, tant et si bien qu'on a rédigé, je crois que c'est 12 versions de fiches métiers. Autant vous dire qu'on est parti de très très haut, puisqu'on avait prévu de prendre la température de tout le monde à l'entrée des restaurants et tout. Et puis on est arrivé à quelque chose d'assez cohérent et qui est encore un peu trop, parce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de l'exercice de nos métiers, les choses deviennent de plus en plus compliquées et les protocoles deviennent encore beaucoup trop prégnants. Donc, on va le dire comme ça. J'ose espérer, puisqu'on met la pression sur le gouvernement sur un allègement des protocoles pour l'exercice du métier, alors à savoir les masques, parce que vous avez bien vu, tous les clients ne souhaitent pas arriver avec des masques. C'est pas facile. C'est difficile de se fâcher avec ses clients. Moi, autant que faire se peut, j'ai demandé aux professionnels de jamais se fâcher avec les clients parce qu'on en a tellement besoin que ça devient extrêmement sacré, et puis de ne pas refuser un client qui arrive sans masque, quoi. Donc ça, je vous cite juste un exemple pour que les choses soient présentes, parce que le bon sens, des fois, a un peu d'intérêt. C'est-à-dire que moi, le premier samedi, j'ai ouvert le 5 juin, donc c'était le vendredi. Le samedi soir, j'avais une table réservée pour le secrétaire général de la préfecture, il arrivait sans masque au restaurant. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça avec un peu. Donc j'ai été le premier surpris. Je ne m'en suis pas ouvert à lui, mais je savais aussi que l'administration allait avoir un tout petit peu de souplesse quant à l'exercice de nos métiers. Donc il y avait ça. Il y a aussi le port du masque pour nos salariés. Alors, pour le coup, en salle, les choses ont l'air de plutôt bien se passer, mais en cuisine, les masques sont extrêmement compliqués à porter, tant et si bien que personnellement en cuisine, je les ai fait abandonner parce que j'ai vu une fois une flamme qui a démarré sur un masque. Donc, terminé, j'ai arrêté. C'est extrêmement dangereux. Donc, c'est plus dangereux de le mettre que de ne pas le mettre. Donc voilà, donc j'ai considéré. Donc ça, c'est ma responsabilité. Donc je vous livre en même temps mon expérience de professionnel qui guide aussi l'action que je mène pour vous tous au niveau national. Donc voilà un peu dresser les protocoles. On espère un allègement assez rapide. Je vous rappelle que la fin de l'état d'urgence sanitaire, on est tous présents en tête cette date-là, c'est la date du 10 juillet, que la fin de l'état d'urgence sanitaire sera actée, donc en espérant que les protocoles soient aussi sérieusement allégés.
En ce qui concerne les autres dossiers, il y avait eu un tollé à un moment donné sur les tickets restaurants qui allaient être déplafonnés à 95 € pour que les titulaires et les possesseurs de titres restaurants puissent aller les dépenser largement en grande surface alors qu'on était fermé. Bon, moi, je suis intervenu aussitôt sur un coup de fil à Bercy pour éviter que le décret ne sorte. J'ai réussi le coup parce que toute la presse l'avait annoncé. Ouais. En tout état de cause, j'ai dit que c'était un vrai coup de poignard dans le dos que les restaurateurs recevaient. Donc, puisque les cartes, je vous rappelle que le cumul des tickets non consommés se faisait sur des cartes. Et donc, si les grandes surfaces venaient siphonner complètement le surplus qui restait sur les cartes, les possesseurs de cartes, il n'y aurait plus rien eu pour les restaurateurs. Donc, j'ai réussi le coup et il y a 2 semaines, le gouvernement a passé un décret d'application comme quoi les cartes en ticket resto étaient déplafonnées à 38 € exclusivement pour les restaurateurs. Donc voilà, donc ça c'est le genre de boulot qu'on a fait. Je pense que ça se passe plutôt bien. Ça a permis aux uns et aux autres on a réussi à situer qui étaient nos amis et qui étaient nos ennemis. Donc dans les émetteurs, il y a des émetteurs amis et des émetteurs ennemis, puisque aujourd'hui c'est clairement identifié parce qu'il y en avait qui étaient largement extrêmement favorables et qui avaient voté des 2 mains pour déplafonner à 95 € pour les grandes surfaces. Donc voilà, donc je continue. Un vrai partenaire, parce qu'on est en train de monter un fonds avec eux, c'est avec Sodexo, qui est titulaire d'un titre, possesseur d'un titre, et avec eux, je suis en train de lancer un grand fonds d'aide pour l'ensemble de nos métiers et beaucoup d'accompagnement sur l'ensemble de nos achats sur le territoire national. J'ai aussi, il y a 2 semaines, été interrogé, sur une réunion avec le ministre de l'Agriculture et la ministre de l'Économie, la secrétaire d'État à l'économie, sur le principe d'acheter français sur nos produits de l'agriculture, donc à savoir les produits carnés, les produits végétaux. Donc je leur ai confirmé que c'était dans les gènes de l'UMI de véhiculer ces messages et que j'allais lancer un grand message national vers l'ensemble de nos adhérents en leur demandant d'acheter des produits issus de l'agriculture française. C'est normal parce que je vous rappelle que nous, on a mené une campagne à côté qui est une campagne de rester en France et de venir dans nos hôtels et manger dans nos restaurants. Donc, il est extrêmement légitime pour nous d'aller promouvoir les produits issus de l'agriculture française parce qu'il semblerait que le ministre de l'Agriculture ait en sa possession un ratio qui lui précise que 55% de la restauration commerciale achète des viandes issues d'origine étrangère. Donc, je lui ai demandé une confirmation écrite de ces chiffres parce que je les conteste fortement. En tout état de cause, j'ai rassuré et les agriculteurs et les ministres concernés qu'à l'UMI, on essayait d'acheter français des produits issus de l'agriculture française. Voilà ce qui nous guide. J'ai un sujet sur un peu chaud bouillant depuis le début de la semaine avec, pour celles et ceux qui ont lu ou qui lisent Atabula, j'ai été interviewé par Atabula en début de semaine sur un projet qui est acté parce que la Fourchette m'avait appelé la semaine d'avant. Il lance une opération sur 15 pays où l'opération Tous au restaurant est suspendue et ils la mettent sur deux mois avec des ristournes à 50%. Donc
j'ai fait des bons à 2 mètres. Et donc, voilà, je me suis lâché sur l'interview d'Atabula, ainsi que mon collègue du GNI. Enfin, ils nous rejoignent sur nos idées. Donc, on va avoir un front commun syndical pour partir sur une belle bataille avec ces gens-là, parce que ils ont bien... Ils annoncent une vraie catastrophe économique à venir si on va relancer nos restaurants par de la remise à 50%. Autant vous dire que là, on ne reste plus gratis, mais on va rayer de la carte un paquet de restaurants. Donc j'essaye même par le ministère à Bercy, DGCCRF, parce que je pense que le phénomène des soldes doit être extrêmement contrôlé. Et là, on rentre complètement dedans. Donc c'est un sujet qui va, j'en ai informé Roland et Guy là ce matin, qui va partir un peu dans les tours. Et je pense que si mon très cher Stéphane est interviewé par les médias localement, c'est ce qui va se passer, parce que je commence à avoir des délégués restaurateurs qui m'appellent là, depuis ce matin pour me dire qu'il y avait la presse qui les sollicitait là-dessus. Donc non, on enverra un message à l'ensemble de nos adhérents en leur disant évidemment de ne pas cautionner et pas de rentrer dans la démarche que va proposer la fourchette, parce qu'ils vont investir 10 à 15 millions d'euros sur cette opération-là. Je pense qu'ils auraient mieux fait de les proposer de façon complètement différente à l'ensemble de nos collègues, en faisant une remise notamment sur leur couvert. Si ils font à 2 euros la prise de couvert, pourquoi pas la faire à 1 euro si vous voulez relancer notre économie. Voilà, donc il y a des choses incompréhensibles. On réglera nos comptes le moment venu. Vous pouvez compter sur moi. Voilà, dresser le tableau rapide du général, plus particulièrement les sujets de la restauration aujourd'hui. Et on va travailler activement au plan de relance qui devrait sortir au mois de septembre. Voilà, moi, Patrick, si tu veux bien, je suis à disposition. Je ne sais pas comment tu as prévu la réunion, si les gens peuvent poser des questions maintenant ou après. Enfin, moi, je suis open. Voilà. Merci Hubert pour toutes ces précisions. Oui, il est prévu effectivement qu'il y ait des questions qui soient posées par l'intermédiaire d'un chat avec l'écran. Il y en a déjà une qui t'est posée par Sandrine Leboeuf, qui est-il prévu un allègement des règles sanitaires à l'intérieur de nos CHR et notamment le port du masque? Alors je crois que tu y as pas mal répondu. Oui, j'ai apporté une réponse là tout à l'heure. J'attends avec impatience le 10 juillet parce qu'on met la pression sur le gouvernement depuis un long moment. C'est extrêmement prégnant et extrêmement difficile. Le métier est extrêmement difficile à exercer là aujourd'hui. Alors je crois, enfin, pour avoir assisté à 2 heures à une réunion avec le ministre en même temps que Jean-Louis Bottigliero qui était présent aussi, c'était une question qui était posée par Bernard Champreux, pardon, le président de Franche-Comté, de l'Uni-Franche-Comté. Et effectivement, Jean-Baptiste Lemoyne a dit que c'était une chose à travailler, parce qu'effectivement, il se rendait compte que, en tout cas, pour ce qui était des cuisiniers et même des serveurs, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Moi, je pense qu'au-delà de ça, je crois qu'il faudrait que chaque professionnel essaye de maintenir ce plan sanitaire de manière à ce qu'il n'y ait pas d'égalité creusée entre les différents établissements. Je crois qu'on a le devoir, par respect pour nos clients, par respect pour nos équipes, de vraiment respecter ce protocole sanitaire jusqu'à ce qu'il nous soit enlevé, j'espère le plus tôt possible. Sinon, on se retrouve face à des inégalités, c'est-à-dire que certains restaurateurs vont effectivement respecter à la lettre le protocole, et d'autres ne le respectent absolument pas. Donc je crois qu'il faut qu'on soit assez vigilant et encore une fois solidaire pour ne pas prendre la clientèle sur le voisin qui lui serait permissif, mais dans l'illégalité. Je crois que, comme tu le disais, l'intelligence là-dedans, c'est encore une fois le bon sens. Et si on se contente de tenter de dire à nos clients de respecter le règlement sanitaire, mais je crois que ça sera bénéfique pour chacun d'entre nous et pas pour un seul. Et je crois que dans ces moments difficiles, la solidarité est vraiment un point extrêmement important. Y a-t-il d'autres questions pour notre président des restaurateurs, Hubert Jean?
Vous m'entendez? Oui. Bonjour, donc Jean-Philippe Marc du bar Barberousse à Dijon. J'ai une question. S'il n'y a rien de prévu dans ma multirisque professionnelle, est-ce que la procédure entamée contre les assureurs peut m'amener quelque chose? Parce que j'ai bien lu les clauses et c'est sûr que je ne suis pas couvert pour ce genre de crise. Ouais, je pense, et Roland Eguim l'a précisé ce matin, je pense que ça se fera en 2 temps. Donc si on attaque on attaque 5 plus gros qui sont les plus gros possesseurs de contrats sur nos métiers, et dans un deuxième temps, on généralisera l'ensemble du dispositif. Et je pense que c'est la bonne voie. Qui sont Donc, les et pour le coup, tout le monde en bénéficiera. Parce que moi, il est clairement. Enfin, voilà, quand j'ai appelé mon assureur, après j'ai bien relu le contrat, et effectivement, c'est exclu, quoi. Il y a aucune ambiguïté sur mon contrat. Voilà, je ne peux rien dire, en fait. Oui, mais alors ça sera généralisé, je pense. Donc, Qui il y sont les aura. 5 gros? Donc, Pardon? les 5 gros assureurs sont lesquels? Alors, de mémoire, il y a AXA, Generali. Parce que moi, j'ai un contrat Generali, justement. Tiens. Ouais, il y a Alliance, Ouais. une mutuelle. Et Je n'ai pas en tête. Bon. j'ai oublié la 5e. Ok, c'est pas grave. Est-ce que vous me conseillez de faire malgré tout une demande écrite d'indemnisation alors que c'est pas prévu? Alors, vous avez tous, Isabelle a dû vous faire parvenir les lettres types recommandées à envoyer à vos assureurs. Oui, ça me parle. Ça, faut le faire. Alors, je ne l'ai pas fait parce que comme mon contrat était ça, faut le faire. Faut le faire quand même. Ok, ouais. Pour avoir une trace de refus. Tout le monde doit le faire. D'accord. Bon, ok, je vais le faire. C'est, je pense, le propre d'une action collective. Hein. L'intérêt de cette action collective, c'est effectivement défendre les intérêts de chacun, sachant qu'il y a des contrats, effectivement, qui sont mieux faits pour l'assureur que d'autres. Oui, c'est clair. Bon, en tout cas, l'initiative de l'UMI de créer un contrat d'assurance bien adapté, c'est super. Ouais, c'est une façon de tordre le bras. Exactement, ça leur fera les pieds aussi. Ouais. On reviendra peut-être sur les questions posées à notre président Hubert Jean tout à l'heure. Encore une fois, Hubert, merci pour ta présence. Merci pour le travail que chacun d'entre vous vraiment a réalisé depuis le début de cette pandémie à l'UMI nationale, dont tu as fait partie intégrante et vive, on va dire. Donc, je crois que notre profession a montré à travers tout son organisme, l'UMI, sa solidarité, et je crois qu'on peut vous en remercier pour les résultats obtenus. Donc on verra peut-être sur les questions, si vous voulez, tout à l'heure. Moi, j'aimerais laisser la parole à Virginie Resson-Victor, chercheure, auteure de plusieurs ouvrages, présidente du laboratoire de recherche spécialisé en géopolitique prospective. Elle est déjà intervenue auprès de l'UMI lors d'un congrès. Elle a fait sensation. Je pense, madame, si vous êtes présente, parce que je ne vous vois pas encore à l'écran, je le suis. Merci, que nous avons besoin de savoir comment envisager l'avenir. En tout cas, nous avons besoin d'innover. Hein, je le disais tout à l'heure dans mon discours, plus que jamais, on se doit d'être inventif. Donc, on attend de vous quelques recettes, non pas de cuisine, celles-là, normalement, on les connaît, mais quelques recettes. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Super. Merci beaucoup pour votre invitation. Déjà, j'avais été très heureuse d'être avec vous à Biarritz, effectivement, en novembre dernier. Et donc, je suis très contente d'être avec vous à nouveau aujourd'hui. Et d'autant plus que j'ai moi-même des membres de ma famille dans votre secteur d'activité, qui n'est pas du tout le mien au départ. Hein. Donc, je me sens particulièrement concernée par ce qui vous arrive aussi à titre personnel. Donc, voilà, c'est une autre raison pour moi d'être heureuse de participer à cette réflexion. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à Biarritz, j'avais paramétré un petit peu le futur du tourisme. Et dans les grands paramètres, dans les grands aléas que je citais, j'en avais cité 2 sur 4 ou 5 qui étaient, pour essayer de faire prendre conscience des risques qu'ils représentaient, c'était la fermeture des frontières et la survenue d'une pandémie. Croyez-moi, je ne pensais pas du tout que l'histoire me donnerait raison aussi vite, je le regrette.
Mais tout ça pour dire que c'est ça, la prospective, qui est mon travail. Il est toujours intéressant, comme vous l'avez dit d'ailleurs très justement, et j'aime beaucoup cette formule que je ne connaissais pas, en l'occurrence, ne cherchons pas l'ennemi, mais l'enseignement. Et c'est donc ce que je vais essayer de faire en utilisant toujours cette méthode de paramétrage qui est celle de la prospective. Alors auparavant, juste un petit rappel pour savoir où est-ce qu'on entrevoit le secteur du tourisme d'ici quelques mois. Je ne sais pas si vous avez lu dans vos journaux hier, je crois que c'était, enfin moi c'est là que je l'ai lu hier, les principales conclusions d'une étude qui a été réalisée par la CNUSED, donc l'ONU, et selon lesquelles les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 devraient se traduire dans les prochains mois par un manque à gagner allant de 1 000 à 3 000 milliards d'euros pour le tourisme international et les secteurs liés. C'est-à-dire qu'il y a le manque à gagner pour le tourisme, mais aussi donc les hôtels, les restaurants, mais aussi les producteurs qui vendent aux hôtels leurs produits agricoles, les banques qui ont accordé des prêts aux hôtels, les producteurs d'énergie, etc. Donc c'est vraiment une vision globale du tourisme, mais c'est aussi une vision systémique telle qu'il faut aujourd'hui la considérer. Et donc la variable du scénario de la CNUSED, en fait, évidemment, c'est la durée de la pandémie, parce qu'on n'en est pas du tout sorti, même si en France on peut avoir cette impression-là, en réalité on n'a pas atteint le pic mondial encore. Donc la durée de la pandémie et les mesures de restriction qu'elle va imposer. On calcule par exemple que si l'interruption du tourisme ne dépasse pas 4 mois, c'est-à-dire aujourd'hui, on perdrait le PIB mondial, enfin ça représenterait une perte de 1,5 du PIB mondial. Si on passe à une pandémie des restrictions qui durent 8 mois, là on passe à près de 3% du PIB mondial, et si ça devait s'étaler sur durer un an, ça serait plus de 4% du PIB mondial. Donc vous voyez bien tout l'enjeu de trouver un vaccin et de mettre fin à cette pandémie. Et quant aux pays les plus touchés par la crise, alors il y a 2 critères, soit c'est par rapport à le poids du secteur du tourisme dans leur économie, et dans ce cas-là, les pays les plus touchés sont la Jamaïque, suivi de la Thaïlande, de la Croatie et du Portugal. Maintenant, si on parle en valeur absolue, en montant, ce sont les États-Unis et la Chine d'abord, suivis par la Thaïlande, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Alors, à partir de là, donc, qu'est-ce qu'on peut faire et surtout, comment est-ce qu'on peut rebondir? Quelle est la bonne méthodologie pour savoir comment rebondir? Pour répondre, je vous propose de suivre 2 pistes parallèles, de suivre en même temps 2 pistes. La première consiste à identifier les contraintes qu'il va falloir désormais prendre en compte pour s'ajuster au monde d'après, au monde post-Covid, et puis aussi pour être moins exposé à une possible prochaine crise ou reprise de la crise. Et en même temps, deuxième piste, ça consiste à convertir finalement ces contraintes en levier pour construire le tourisme du futur. Alors j'en ai identifié 6 de pistes. Donc la première, c'est la limitation, elle paraît évidente, hein, c'est la limitation de la circulation et l'ouverture tout à fait aléatoire des frontières. Et auparavant, avant de la développer, je vais juste faire une toute petite parenthèse sur le lien entre tourisme, pandémie et frontières. Je vous rappelle que le tourisme a joué un rôle très actif dans l'accélération de la pandémie, le tourisme international, j'entends, qui a joué un rôle très actif dans l'accélération de la pandémie, puisque le virus s'est propagé d'abord par le TGV et par avion sur le sol chinois, d'où il a rejoint des ports et des aéroports, et où il est parti en Corée, en Iran, en Italie, en France, en avion, mais aussi donc à bord des bateaux de croisière. Et donc à partir de là, il est cohérent, il est logique que les gouvernements veuillent rester très prudents en limitant, en gardant le contrôle sur les flux de personnes et sur l'entrée sur leur territoire. Et donc c'est bien logique aussi que si un certain nombre de frontières européennes viennent d'être rouvertes, et si nous en France nous sommes tous repassés en zone verte, en fait ce n'est pas le cas partout. D'abord, un grand nombre de frontières resteront fermées. L'Europe restera fermée à un grand nombre de pays, par exemple, et dans le sens inverse aussi. En tout cas, pour les prochaines semaines, par exemple, entre l'Europe et les États-Unis. Et puis, on voit bien aussi qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague de restrictions et de confinement en cas de reprise d'épidémie, puisque c'est déjà le cas dans plusieurs pays où le déconfinement avait eu lieu et où il y a des reconfinements, en Allemagne, en Suisse ou aux États-Unis, même si c'est très local, ou en Italie aussi, même si ce sont des restrictions potentiellement très locales. Bon, maintenant, on peut penser quand même qu'à terme, plus ou moins
enfin, en tout cas, quand le vaccin sera découvert, les frontières vont réouvrir. Mais il faut garder en tête pour l'avenir du tourisme, pour le futur du tourisme, d'abord que la fluidité des mobilités internationales, ce n'est plus un dogme. Ça l'a été pendant 30 ans, ça n'en est plus un. Et vous avez vu, en plus, on peut modifier ce dogme. Enfin, ce dogme a été mis à mal en quelques jours, voire en quelques heures. Et l'autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que la pandémie de Covid-19, qui nous paraît exceptionnelle, en réalité, elle n'exclut absolument pas qu'une autre pandémie du même type ou d'un type différent se développe dans les prochaines semaines, puisque les facteurs qui prédisposent à ce type de phénomène épidémiologique, eh bien, en réalité, ils restent tout aussi actifs qu'avant. Ce qui veut dire, enfin, sauf justement le tourisme international qui est un vecteur d'accélération des pandémies. Ce qui veut dire aussi que donc désormais le secteur touristique va devoir s'appuyer davantage sur la demande locale pour réduire son exposition à ce type de risque et sa dépendance au tourisme international et à l'ouverture des frontières. Le corollaire de cette contrainte, c'est aussi probablement la fin du tourisme de masse, en tout cas pour les 2 prochaines années, même si en réalité sur ce point, d'ailleurs on en avait parlé à Biarritz, je me souviens, cette disparition du tourisme de masse, en tout cas cette régression du tourisme de masse, était déjà largement programmée pour plusieurs raisons d'ailleurs, mais qui n'avait rien à voir avec le Covid. Deuxième piste de réflexion, ce sont les contraintes sanitaires, vous venez de l'évoquer assez largement. Donc, je parle évidemment du masque, du port du masque, je fais aussi référence aux distanciations sociales, et puis bien sûr à l'exigence accrue de propreté, d'hygiène, de désinfection. Et si on peut imaginer et on peut espérer même que ces contraintes seront levées à plus ou moins long terme, il reste important de les intégrer comme une pratique durable et de développer une sorte de tourisme, alors en anglais on dit low touch, ça veut dire sans contact, qu'il s'agisse de la présentation des petits déjeuners, du paiement, de l'aménagement des hôtels, des flux de circulation dans les restaurants, a fortiori dans les bateaux de croisière, etc. Je fais un parallèle avec l'architecture des EHPAD qui va être complètement repensée désormais à l'aune des cas de pandémie comme celui qui vient d'avoir lieu. Et ces exigences sanitaires et plus généralement exigences d'hygiène, en réalité, elles sont d'autant plus importantes que les Européens vieillissent et qu'ils représentent une part importante de votre clientèle, de la clientèle de séjour et de la clientèle de gastronomie. Un petit peu moins pour le monde de la nuit, quoique, on ne sait jamais, mais en tout cas pour les hôtels et les restaurants, c'est une clientèle tout à fait importante. Et à ce propos, donc, avant même que l'épidémie assigne nos seniors, nos aînés à résidence, la problématique du vieillissement, donc de la population, replaçait déjà certaines exigences au cœur de votre secteur d'activité, que ce soit les exigences de sécurité, mais aussi d'accès aux soins en cas de besoin, d'exigences de possibilité de rapatriement, d'accessibilité et d'ergonomie des locaux ou des sites à visiter, etc. Donc, on voit bien qu'on a la contrainte Covid qui vient s'ajouter à un faisceau de contraintes déjà liées aux questions de sécurité, de santé et d'hygiène. Troisième contrainte dont il va falloir tenir compte et qui évidemment découle directement des 2 précédentes, c'est la mise à l'arrêt du transport aérien. Pour mémoire, moi, ce chiffre vous avez cité quelques chiffres tout à l'heure, moi j'en ajoute un autre. En 2019, on avait atteint un record avec 4,6 milliards de trajets aériens réalisés, effectués en 2019 donc. Eh bien, un an plus tard, à la même date, on en comptait seulement 47 millions, soit autant qu'à la même date en 1978. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux de fréquentation aérienne correspond à celui de l'année 1978. Maintenant, alors évidemment, on peut penser que c'est exceptionnel puisque c'est lié à la fermeture des frontières et à l'interdiction de circuler et au confinement, mais pas seulement. Puisque quand on réfléchit à l'avenir du trafic aérien et donc au tourisme international, il est aujourd'hui très difficile de faire des prévisions pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la fragilisation et désormais la fragilité des avionneurs et des compagnies aériennes avec l'impact de la récession. Je ne sais pas si vous avez lu, rien que ces derniers jours, on a annoncé 15 000 suppressions de postes chez Airbus, 7 500 chez Air France,
Donc on voit bien qu'il y a une contraction importante des emplois et de l'activité dans le secteur aérien. Ensuite, incertitude liée au maintien de la fermeture de nombreuses frontières et au risque de reconfinement des populations qui restera présent tant qu'on n'aura pas découvert de vaccin et qu'on n'aura pas vacciné une majorité de la population. Incertitude liée aussi à l'interdiction des vols, la nouvelle interdiction des vols sur les distances moyennes, c'est-à-dire que le train peut couvrir en moins de 2 heures et demie, et qui évidemment va modifier le modèle économique des compagnies aériennes. Même chose pour l'exigence de distanciation sociale à l'intérieur des appareils, ce qui fait qu'évidemment, à prix égal du billet, le modèle économique ne fonctionne pas. Et puis aussi, bien sûr, avec la contrainte de mettre au point des appareils qui soient plus sobres pour respecter les nouvelles normes et les nouvelles règles carbone, en termes d'impact carbone. Et donc, à l'horizon des prochaines années, il est très improbable qu'on revienne à un transport aérien tel qu'on l'a connu, donc jusqu'à il y a quelques mois. Au-delà de ces 2-3 prochaines années, ça va dépendre évidemment donc, de la mise au point du vaccin, des mesures qui vont être prises dans le cadre de la mobilisation internationale contre le réchauffement climatique. On peut imaginer la mise en place de taxes carbone, à une augmentation, donc à l'évolution du prix du billet, qui pourrait être prohibitif pour une partie des touristes, à la portée de la crise économique et à sa durée, bien sûr, et puis aussi à l'évolution des pratiques touristiques, à leur relocalisation. Alors pour l'instant, c'est un petit peu sous contrainte, mais on peut penser aussi qu'il y a quelque chose de tendanciel sur le long terme, sur une volonté de repratiquer un tourisme moins éloigné, moins distant. Et ça va dépendre globalement aussi de l'évolution du désir de la clientèle, avec par exemple l'interdiction possible des publicités pour les produits dits intensifs en carbone, ce qui pourrait être le cas de l'avion. Jusqu'à présent, on sait que les publicités influençaient beaucoup les pratiques touristiques puisqu'elles créent du désir. Et donc, les pubs pour des destinations lointaines fabriquaient finalement quasiment des marqueurs sociaux et exerçaient une invitation à partir loin. Et donc, le rôle de la publicité, à partir du moment où ces publicités-là sont interdites, on peut imaginer que d'autres destinations prennent le pas. Donc, c'est pas fait, mais c'est dans les possibles. En tout cas, ça souligne que pour l'avenir, il est important de créer une clientèle très diversifiée, de ne pas se mettre en dépendance d'une seule clientèle, a fortiori si elle dépend elle-même des flux aériens. Et puis, l'important, c'est pour ça que je citais l'histoire de la publicité, de bien savoir cibler sa clientèle, justement, pour pouvoir se distinguer par rapport à d'autres offres. Ce qui nous amène à une quatrième contrainte, justement, liée cette fois à une clientèle tout à fait spécifique, puisque je vais vous parler un tout petit peu du tourisme d'affaires et du recul, évidemment, du tourisme d'affaires. C'est logique, hein, avec l'interdiction des grands rassemblements, surtout en lieux fermés, c'est évidemment tout le secteur du tourisme d'affaires et de la restauration de l'événementiel qui a été impacté. Heureusement, la situation doit s'améliorer, en même temps que la situation sanitaire s'améliorera, mais on peut penser là aussi que ça va rester fragile, et ça pour deux raisons. D'abord, l'imprévisibilité de l'épidémie, de l'évolution de l'épidémie, et d'autre part, le développement, l'émergence et le développement de nouvelles pratiques. Vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure, et on devait être ensemble à Dijon, on est chacun chez nous, chacun chez soi, parce que à la faveur de cette pandémie, de nouvelles pratiques se sont développées, comme la visioconférence, les téléréunions, le télétravail, et donc évidemment, avec ce développement du travail à distance, eh bien, les déplacements professionnels sont amenés à diminuer. Surtout que, en même temps, la contrainte budgétaire qui pèse sur les entreprises en période de crise économique, pour ne pas dire de récession, eh bien, ça conduit aussi à réduire certains postes de dépenses, et en particulier celui des déplacements. On va être beaucoup plus exigeant sur la valeur ajoutée du déplacement. Enfin, si on ajoute à ça la fermeture des lignes aériennes et des domestiques, enfin des courriers courts, comme on dit, ça aussi, ça peut contribuer évidemment à réduire les déplacements professionnels sur certaines distances. Et donc, ce sont autant de critères qu'il va falloir intégrer pour peut-être proposer d'autres services et offrir une autre plus-value finalement aux déplacements d'affaires
et puis aussi pour améliorer la flexibilité. Alors, côté levier, on peut imaginer l'aménagement de chambres comme des lieux de travail, on peut penser à la qualité de l'accès à Internet, qui est tout à fait essentiel. On peut penser à l'équipement d'appareils de visioconférence dans les hôtels, à des offres qui combinent le travail et le loisir pour optimiser le déplacement. On peut penser aussi, évidemment, à toute la question de la flexibilité du service de réservation et de remboursement en cas d'impossibilité ou de report. Donc voilà pour le tourisme d'affaires, mais bien sûr, évidemment, et qui est largement lié, comme je l'ai dit, à la contrainte économique aussi. Mais cette contrainte économique, elle va peser bien sûr pas seulement sur le tourisme d'affaires, mais sur la plus grande partie de la clientèle, ce qui m'amène donc à ma cinquième contrainte, mon cinquième point, qui est la contrainte économique, la récession. Alors, en termes de prévision, là aussi, il est extrêmement difficile de faire des prévisions au-delà de 2021. Mais d'ores et déjà, ce qu'on sait, c'est qu'on entre de toute façon dans la plus grave récession qui a jamais été observée depuis près d'un siècle, c'est-à-dire depuis la crise de 29. Selon l'OCDE, le PIB mondial devrait reculer d'au moins 6% en 2020, un petit peu moins selon le FMI. Cela dit, le FMI n'arrête pas de changer ses chiffres pour les réviser à la hausse ou à la baisse, selon d'où l'on part. On parle aussi d'un taux de chômage dans la zone euro qui passerait de 5,4% en 2019 à quasiment le double, à plus de 9%, 9,2% en 2020, et même 11,5% en 2020 et 2021 en France. Pour la suite, l'OCDE a élaboré 2 scénarios possibles, l'un où l'épidémie est maîtrisée et l'autre où une seconde vague de contagion vient frapper les sociétés avant la fin de l'année. Dans le premier cas, en cas de fin d'épidémie, l'activité économique européenne devrait reculer d'environ 9%, et même 11,5% pour la France. Dans le cas où l'épidémie, où il y aurait une deuxième vague, en tout cas, elle reculerait cette fois l'activité économique européenne reculerait de 11,5%, et l'Europe et même plus de 14% en France. Donc, autrement dit, dans tous les cas, pour la suite, et même si donc ces chiffres vont encore varier de semaine en semaine, on va observer une contraction des revenus, donc des dépenses, ce qui évidemment va continuer d'impacter le tourisme et la restauration, bien au-delà des seules restrictions sanitaires qui ne sont plus la seule raison de ne pas aller au restaurant ou à l'hôtel. Après, évidemment, d'une catégorie de touristes à l'autre, les effets ne vont pas être les mêmes. Alors, si on prend je vais prendre quatre exemples. L'effet le plus massif, ce sera d'abord probablement et même certainement un changement de destination par contrainte ou par choix, et globalement donc une relocalisation des destinations et une renationalisation, si je puis dire, de la clientèle. Et donc évidemment, dans mon métier, il s'agit d'en tenir compte, mais là, je ne vous apprends rien. Deuxième effet probable, des périodes de vacances moins longues, quitte à les multiplier dans l'année si la situation s'améliore. Autrement dit, une fragmentation, c'est déjà une tendance qui existait, mais là qui est évidemment fortement forcément accentuée par la crise économique, qui est donc une fragmentation des voyages, à la fois sur l'année, mais aussi peut-être d'une année à l'autre, pour les plus grands voyages dont on réduira la fréquence. On peut très bien imaginer qu'un certain nombre de familles se disent qu'elles continueront de voyager à l'étranger, mais peut-être une année sur 3, et que 2 années sur 3, elles resteront en France pour les Français, en Allemagne pour les Allemands. Troisième effet possible, l'augmentation du tourisme chez les amis ou dans les propriétés familiales. D'abord parce que ça coûte moins cher, et puis c'est perçu comme moins risqué. On n'a rien à annuler, enfin en cas d'annulation, c'est quand même beaucoup moins risqué. En termes sanitaires, on maîtrise mieux, etc., etc. Enfin, quatrième effet, des voyages sans doute plus sobres, à la fois pour limiter les dépenses, pour des raisons économiques évidentes, mais aussi par prudence sanitaire, mais aussi par prise de conscience écologique. Et donc, si on s'en tient à ces probables évolutions pour les 2 prochaines saisons, et peut-être aussi pour la suite, il est absolument essentiel on doit faire avec, donc que ça soit au niveau des prix, et ça je sais bien que c'est très difficile à entendre, mais on peut imaginer qu'une progressivité plus marquée des prix peut aider à la reprise de l'activité, et puis aussi en renouvelant l'offre et en la diversifiant, ça aussi vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'ajuster à la fois à cette contrainte économique de la clientèle,
mais aussi pour tenir compte en même temps d'une 6e et dernière contrainte que je voudrais évoquer aujourd'hui. Et là, je vais parler cette fois des exigences écologiques et sociétales. La contrainte écologique et sociétale. En réalité, là, il s'agit d'une catégorie de contraintes qui avait déjà largement émergé avant la crise du Covid. On l'avait pas mal évoqué d'ailleurs à Biarritz. Mais il est clair qu'en accélérant la prise de conscience et en interrogeant nos modes de vie, la pandémie est venue élargir cette tendance au-delà des CSP+, et des bobos des grandes métropoles. Si on commence par l'exigence, si on pense d'abord à l'exigence écologique, dont je vous rappelle qu'elle vise à réduire l'empreinte des activités humaines sur la biosphère pour limiter le réchauffement climatique et pour limiter le recul de la biodiversité, eh bien, cette contrainte, on peut imaginer qu'elle se décline de plusieurs façons. D'abord, dans vos métiers, j'entends. Dans l'architecture, par une exigence d'isolation plus grande, par l'usage de matériaux de construction qui soient produits localement, dans l'usage de l'eau, en limitant encore plus le gaspillage, mais aussi par la récupération des eaux de pluie, en privilégiant l'énergie décarbonée, en développant le chauffage au solaire, en maîtrisant la consommation de la climatisation ou du chauffage selon, et bien sûr en sensibilisant les clients sur ces sujets-là. Autre façon de décliner cette contrainte, l'utilisation de produits d'entretien d'origine naturelle et hautement biodégradables, le recours à l'économie circulaire, d'autant plus que ça devient socialement de plus en plus acceptable. L'abandon, bien sûr, du plastique à usage unique, et je connais les réponses sur la difficulté, il n'empêche que c'est quand même quelque chose, une tendance qui est durable, et la préférence aux matériaux écologiquement neutres. Bien sûr, la préférence au circuit court, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour l'achat des produits agricoles dans la restauration, l'achat donc de produits de région, de saison, issus de préférence d'une agriculture raisonnée, la diversification des menus avec une plus large offre de menus sans produits animaux ou en tout cas sans viande et sans poisson pour les végétariens d'une part, les véganes d'autre part, sans nécessairement les discriminer dans le vocabulaire. La mise en place aussi d'une politique de compensation de l'empreinte carbone au niveau des hôtels, des restaurants, puisque raisonnablement, on peut penser qu'il va arriver un jour où, comme pour les billets d'avion ou de train, c'est déjà le cas, il va falloir pouvoir afficher le bilan carbone d'une nuitée ou d'un repas. Et donc, dans tous les cas, la tendance préexistante et qui s'amplifie va privilégier peu à peu ceux qui peuvent déjà faire un tel affichage, si je puis dire. Et donc, le défi pour les autres qu'il faut relever consiste entre guillemets, à préserver le désir et le plaisir, tout en réduisant l'empreinte écologique et la mauvaise conscience des clients qui ont besoin, et j'aime bien cette formule, de faire bien en se faisant du bien. Voilà. Même chose pour le tourisme de masse et les grands complexes hôteliers, dont on voit désormais de moins en moins la valeur ajoutée, mais en revanche, on voit de plus en plus l'impact délétère sur les paysages ou sur les écosystèmes locaux. En d'autres termes, il est possible que nous soyons en train d'entrer dans l'ère du small is beautiful et que le luxe change de dimension, que la notion de luxe évolue, puisque pour toute une partie de la clientèle, le luxe désormais, c'est moins la profusion matérielle et la qualité de remplissage du minibar que la rareté de l'expérience et la rareté du lieu. Même le camping peut redevenir une expérience de luxe à partir du moment où le lieu est extraordinaire, l'expérience inédite et le service de très haute qualité. Et pour vous illustrer cette tendance-là, je vais juste prendre 4 exemples, 4 illustrations. D'abord, le succès des nuitées en parc animalier. Pourtant, c'est assez cher pour la qualité du service et des chambres, mais on voit que c'est complet des mois et des mois à l'avance. Et là, c'est bien là où on passe à un tourisme d'expérience. Le prix exorbitant qui est pratiqué par la chaîne d'hôtels Aman pour passer une nuit sous tente en pleine nature en Inde. Certes, ce sont de très belles tentes et une très belle nature. Il n'empêche qu'on parle de plusieurs milliers d'euros la nuit. Troisième, et il y a une clientèle et c'est complet. Troisième illustration, les organisateurs de croisières qui ont constaté que la présence à bord d'une personnalité séduit autant, voire plus que la destination elle-même. Donc là encore, on parle d'exclusivité.
et d'originalité. Et enfin, je ne sais pas si vous avez vu ce sondage qui montrait que pour une très large majorité des jeunes, le premier critère de choix, moi j'avoue que j'étais assez étonnée, mais le premier critère de choix d'une destination, c'est en gros, entre guillemets, l'affichabilité sur Instagram. Ce qui compte, c'est de pouvoir montrer sur Instagram qu'on a une expérience tout à fait différente, singulière, et que, en gros, on puisse frimer avec. Ce qui signifie donc que si pour la classe moyenne, le prix va devenir un critère déterminant dans ses choix de vacances, pour toute une série, enfin, pour une autre catégorie de clientèle qui est peut-être moins fragile sur le plan économique, eh bien, c'est donc davantage la singularité et la personnalisation de l'expérience qui sera déterminante, en plus du bilan écologique final du produit. Et puis enfin, à ces premières catégories de voyageurs que j'ai évoquées, voyageurs d'affaires, de luxe, plus écologiques ou plus modestes, eh bien, on va en ajouter deux autres pour terminer cet exposé. Deux autres catégories. La catégorie de ceux qui sont en recherche d'expériences sportives, humaines, proches de la nature, et puis la clientèle dite à mobilité réduite. Alors commençons par ceux qui sont en recherche d'expériences humaines, sportives, etc. Qu'il s'agisse de faire un séjour à la ferme, de faire une transhumance avec les moutons, de vivre dans une cabane, de traverser la France en vélo, d'apprendre la pêche à la mouche ou d'apprendre la spéléologie. En fait, ces touristes-là, ils ont toujours existé. Mais on voit que leur nombre augmente, d'une part avec la prise de conscience écologique et le désir de revenir vers des modes de vie plus lents, plus raisonnables, moins consommateurs. Et d'autre part, on voit aussi qu'ils sont de plus en plus tentés par des offres de services parallèles, par exemple pour la prise en charge logistique de leur voyage, pour convoyer les bagages, pour trouver des logements, pour réparer le vélo quand il crève, pour trouver une pharmacie ouverte à 23 heures, etc. Et donc, pour répondre à cette demande en progression, on peut imaginer inventer des nouvelles formules où plusieurs acteurs du tourisme s'associeraient et créeraient ensemble des produits intégrés. Je ne sais pas, par exemple, une traversée en vélo pour les familles qui comprendraient le prêt du vélo, le transport des bagages, le pique-nique avec des produits locaux, la visite de cave en Bourgogne, bien sûr, les nuitées d'hôtel, le restaurant et même la babysitter le soir. On peut aussi imaginer des croisières immobiles. Et là, je passe au deuxième type de clientèle, celle à mobilité plus réduite, souvent une clientèle vieillissante, ou dans un hôtel avec vue sur la mer, on va associer dans un même produit des expériences musicales et gastronomiques en présentiel, pour reprendre ce terme devenu à la mode, et des visites de sites virtuels, donc en distanciel, de lieux qui sont devenus inaccessibles, soit parce que le lieu lui-même est devenu inaccessible, parce qu'il y fait trop chaud à cause du réchauffement climatique comme en Inde, parce que il a été fermé comme les grottes de Lascaux, enfin pour plein de raisons, ou soit parce que la clientèle elle-même n'est plus dans des conditions physiques qui lui permettent de se déplacer jusqu'au site en question. Et ces deux exemples viennent souligner en fait la nécessité d'hybrider, d'inventer, d'innover et d'hybrider des offres et de personnaliser des produits. Parce que c'est là sans doute une des clés pour inventer le futur du tourisme. Ça permet à la fois de créer du désir, tout en s'adaptant aux multiples contraintes que j'ai évoquées auparavant. Et donc pour conclure, on ne va pas se mentir, ça va être très difficile. Il n'est pas question de quelques mois. Il est question sans doute d'enjeux de plus long terme. Mais la solution est dans le problème, les solutions sont dans le problème. Et il est important de se dire qu'on ne reviendra pas et on ne refera pas le monde d'avant. À partir de là, du moment où on accepte ça, avec tout ce que ça veut dire de douloureux, de sacrificiel, de ce que ça veut dire aussi de gens qui vont être débarqués et de souffrances humaines très importantes à laquelle on va assister dans les prochains mois, voire années. Il faut accepter qu'on passe d'une période de confort, avec la croissance des classes moyennes et du tourisme, à une période de totale incertitude. On entre dans un monde où le risque va devenir une règle, une constante, bien davantage qu'avant. En même temps, on entre dans une période où il faut investir, il faut pouvoir réinvestir, alors que les réserves financières sont au plus bas. Donc là, on a une contradiction forte. Investir pour rénover, pour hybrider, pour changer, pour ajuster.
Et puis, troisième paradoxe, il faut, enfin, c'est pas un paradoxe, mais troisième contrainte, il faut accepter de changer en même temps sa vision de son métier, de son activité et ses pratiques. C'est extrêmement difficile de faire les deux et en plus de devoir le faire vite. D'où la nécessité d'inventer des nouveaux produits, mais d'où aussi la nécessité d'inventer des systèmes de mutualisation de risques. Alors, j'étais très intéressée d'écouter ce que vous disiez tout à l'heure, parce que je promets que je n'étais absolument pas au courant, mais je me disais qu'il était essentiel d'inventer des systèmes de mutualisation du risque entre les différents acteurs du tourisme et certainement avec les assurances, avec l'État, avec l'Europe, voire avec des fonds d'investissement dédiés, puisque vous avez de plus en plus de fonds d'investissement qui sont intéressés par faire émerger des produits durables. Et d'autre part, donc inventer des systèmes de mutualisation du risque et en même temps inventer aussi des indicateurs qui donnent la mesure de la qualité des produits touristiques, pour orienter les choix des clients en fonction de critères qui soient comparables, mesurables, et qui ne reposent pas seulement sur l'expérience client telle que la donne TripAdvisor, mais qui soient vraiment très concrets, et ce qui permettrait alors de vraiment venir en appui des investissements qui ont été réalisés en ce sens. C'est-à-dire que si on laisse aux réseaux sociaux le fait de faire la pluie et le beau temps en matière de choix touristiques, on n'aidera pas évidemment l'investissement. En revanche, si on met en place ce type d'indicateur de manière transversale avec l'ensemble des acteurs du secteur, et ben on peut de manière intelligente accompagner les efforts qui doivent être menés et donner des objectifs communs. Voilà un peu tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans toute l'incertitude qui est celle de la situation actuelle sur quelques pistes donc pour réinventer le tourisme. Merci beaucoup, madame. Effectivement, des pistes dans un monde difficile, on le voit, mais bon, il faut innover, il faut en permanence réfléchir à ce monde de demain, et je pense que c'est la solution, effectivement, pour s'en sortir, sachant que le tourisme reste malgré tout quelque chose de récurrent. On aura toujours la vision de vouloir, pour le touriste pur, découvrir autre chose. Je pense que c'est ça aussi la chance de notre métier. Simplement, peut-être, effectivement, il faut apprendre à le faire certainement différemment. Et surtout pas sur le plan industriel, comme ça a pu peut-être être fait à un moment ou à un autre, mais sur un plan beaucoup plus personnel à laquelle je crois vraiment beaucoup plus. Merci en tout cas pour cette vision. Y a-t-il des questions à poser aussi bien à Madame Virginie Resson-Victor, que nous remercions pour cette brillante exposé, qu'à Hubert Jean, notre président national de la restauration? Mesdames, Messieurs, quelques questions, si vous le souhaitez. Nous respectons Patrick, presque... Oui, m'entends? Oui, bien sûr. J'entends Dominique Frachot. Oui, j'aimerais poser une question à cette dame qui nous a vraiment très intéressés. C'était parfait. J'ai eu un moment d'inattention et vous avez parlé à un moment de la Chine, de Thaïlande et autres. Est-ce que vous pourriez reprendre ces deux phrases de classement? Alors, c'est dans les impacts les impacts de la crise sur le secteur touristique. C'était dans le classement. En fait, les pays les plus touchés, la Thaïlande, elle est 2 fois dans les pays les plus touchés. Elle est à la fois en poids relatif, c'est-à-dire compte tenu du poids du tourisme dans son PIB. Et donc, elle se situe au 2e rang mondial dans les pays les plus impactés, puisque justement, son économie repose en très large partie sur la fréquentation touristique. Mais elle l'est aussi en valeur absolue, puisque c'est un pays où convergent énormément de touristes. Donc, elle est le 3e pays le plus touché par la crise, après les États-Unis et la Chine, et juste devant la France. Alors, plutôt loin derrière les États-Unis et la Chine, qui sont les pays très largement les plus impactés, mais là, c'est une question tout simplement de nombre. Et les États-Unis, c'est aussi beaucoup lié au trafic aérien, puisque il y a très peu de réseaux alternatifs de déplacement à la fermeture des États, et donc les États-Unis ont été touchés encore plus et le reste d'ailleurs, parce que vous avez vu qu'il y a des États, et en particulier des États très touristiques comme la Floride,
où on reconfine les populations. La Californie qui vient de refermer les bars, les restaurants, etc. Donc là, on est dans le pays le plus touché, ce sont les États-Unis, d'autant plus aussi que c'est le pays qui sont les deuxièmes touristes les plus dépensiers, si je puis dire, les dépenses par touriste. Si on classe les pays en fonction des dépenses par individu, par touriste, la Chine arrive en premier et les États-Unis en second, d'où aussi le fait qu'en chiffres, en valeur absolue, ce sont des pays extrêmement impactés par la crise. Voilà, donc c'est ça. Le classement en valeur relative, c'est Jamaïque, Thaïlande, Croatie, Portugal. Et en valeur absolue, c'est États-Unis, Chine, Thaïlande, France, puis après Allemagne, Espagne, Royaume-Uni et Italie. Voilà. C'est assez impressionnant parce que la Thaïlande est le pays au monde où il y a eu le moins de décès et où il y a eu le moins de malades, et c'est eux qui en se pâtissent énormément. Ah, non, je crois que le Japon, on a eu encore moins. Hein. Il y a des pays où il y en a eu encore moins, comme le Japon, la Nouvelle-Zélande. Ça fait partie des pays, oui, bien sûr. Et c'est ça qui est effrayant. Voilà. Bien, maintenant, merci beaucoup, madame. Maintenant, Président Hubert, j'aimerais simplement vous demander, parce que tout ne peut pas se savoir, mais il y a eu 2 réunions, enfin, les 2 réunions, tout le monde était au courant, que vous aviez tenues avec le ministère, hein, concernant notre profession. Et je voudrais féliciter, enfin, personnellement, je trouve ça très valeureux d'avoir pu faire combattre un petit peu les chaînes qui voulaient exiger un label pour ouvrir les hôtels. Et je sais que le combat a été très fort, alors chapeau à notre président, hein, parce que là, on aurait souffert, encore plus. Oui. Ça ne veut pas dire que la publicité ne va pas sortir sur certains groupes, mais je veux dire, merci beaucoup, il faudra leur dire, parce que quand on n'est pas content, on le dit, là, chapeau. Oui, merci Dominique. Ouais, pour préciser, comme Sébastien Bazin a été mandaté par le gouvernement pour traiter des protocoles, ils avaient travaillé chez Accor au préalable sur une certification, et il y a eu un front uni, GNI et UMI, qui a amené au résultat une fin de non-recevoir pour une certification qui aura amené les professionnels une fois de plus dans des dépenses inconsidérées. Voilà, bravo. Donc c'était, on a tenu, ça a été très ferme et très soudain et accepté immédiatement. Hein. Donc on n'a pas eu à se battre considérablement. Mais si je peux tirer une petite leçon, alors, moi personnellement, je m'arrange de mieux en mieux avec mon alter ego du GNU qui s'appelle Fréchet. Donc on commence à faire des choses ensemble, et si ça peut avoir une vertu pour l'ensemble de nos professionnels, ça sera parfait. Voilà. Bon, très bien. Une dernière chose, est-ce qu'il ne serait pas possible qu'au niveau des tickets restaurants, le poids que l'UMI représente, pourrait demander un petit peu au titre restaurant d'avoir un accès qui nous coûterait un peu moins cher, parce que plus ça va, plus on a des problèmes, que ce soit avec les cartes connexes et autres, pour les remboursements et autres. Avec les tickets, c'était bien, mais les connexes, c'est épouvantable. Alors, est-ce qu'il ne serait pas possible de leur demander que leur numéro de téléphone ne soit plus payant déjà, et puis qu'ils veuillent bien répondre au courrier? Moi, je ne sais pas comment ça va se finir, mais j'ai 2-3 lettres recommandées qui n'ont jamais eu de réponse, puisque les mails, il n'y a pas de réponse non plus. Est-ce qu'il ne serait pas possible, au niveau du téléphone, de leur demander quelques efforts, parce que la restauration représente un point énorme, je pense. Tout à fait exact, Dominique. Ça va me permettre de préciser le sujet. J'ai fait partir un courrier à tous les émetteurs la semaine dernière en leur demandant un effort très significatif sur le taux de commission déjà pour la relance de notre secteur. Donc, puisque en moyenne, on doit être à 4, avec des nouveaux émetteurs qui arrivent à 3, un peu plus de 3. Donc, je leur ai demandé. Donc, évidemment, ils commencent à pleurer dans les chaumières. Donc, j'ai rendez-vous avec le plus gros, avec Eden Reg demain. Quel jour on est aujourd'hui? Demain. Il semblerait, alors, je vous le gardez en off, que le CRT disparaisse à la fin de l'année. Donc, et qu'on ait des émetteurs complètement libres. Ouais. Et donc, en même temps que la CRT, il semblerait qu'on aille très rapidement
vers la disparition des titres papier, qui devrait peut-être être dans le même chapitre et tout au moins dans le même calendrier. Bien. Voilà les infos que j'ai. Je suis sur le sujet qui n'était pas où je vais mandater Charlie Bilisson depuis toujours. Je m'en occupe sérieusement depuis le confinement parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, on va essayer de préserver au maximum nos intérêts. Je suis sur le coup. Je vous dis, je commence à avoir 1 ou 2 alliés et puis peut-être 2, 3 ennemis. Donc, voilà, et on tâchera de faire au mieux possible avec des alliés. D'accord. Mais les cartes connexes, c'est très pratique. Mais dans la mesure où on a le remboursement et que ce n'est pas très cher non plus, que ce ne soit pas des prix exorbitants. Merci, Oui, Président. évidemment. De toute façon, c'est les taux de commission qui vont guider. Moi, je leur ai demandé à tous, aux uns aux autres, de faire un gros effort significatif. Bon, le premier qui revient vers moi, c'est le plus puissant, c'est Edenred. J'ai un entretien avec lui demain soir. Et donc, vraiment, alors je sais qu'il va venir pleurer dans les chaumières, mais j'ai quelques arguments pour le plier. Voilà. Très bien, merci. Plus de questions. Écoutez, merci. Merci de votre présence à tous. Merci à Hubert Jean, président Hubert Jean, d'être présent avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Continuons le combat, pas pour les mêmes raisons que certains, mais en tout cas, continuons le combat tous ensemble. Président, oui. Vous m'entendez? Oh, très fort. Ah, bonjour, enfin, bonjour, je suis arrivée à Dijon, là. Ah, bonjour, excusez-moi. Madame Katabi, la députée. Bonjour, madame, comment allez-vous? Très bien, et vous? Merci. Oui, j'ai pu suivre effectivement l'AG dans le train. Il y a eu quelques petites interruptions. Donc, bon, je voulais déjà saluer le travail que l'UMI fait dans l'accompagnement des entreprises qui vraiment sont frappées de plein fouet par cette crise sanitaire et économique. Je voulais également vous dire que nous étions vraiment à vos côtés. Comme vous le savez, le gouvernement est en train d'élaborer un plan de soutien qui sera normalement donné on va dire cet automne, tout au début de l'automne, oui, au mois de septembre. Vous m'entendez ou pas? On vous entend très bien, madame la députée. Voilà. On vous a d'ailleurs remercié tout à l'heure. On a d'ailleurs remercié l'ensemble du gouvernement tout à l'heure. Vous savez, quand on arrive à Dijon, il y a plus de connexion, donc je ne vous ai pas entendu. Voilà. Malheureusement. Et désolé si je vous fais répéter. Je vous en prie. Donc j'ai bien pris note, bien sûr, pour les discothèques, enfin toutes les entreprises qui travaillent la nuit, du monde de la nuit. On est très très sensibilisés et mobilisés, les parlementaires que nous sommes. Et puis je voulais aussi vous poser une question. Vous le savez, je suis très mobilisée également sur l'emploi des jeunes et l'apprentissage. Et je voulais vous demander ce que vous pensez des nouvelles mesures gouvernementales, notamment en faveur de l'apprentissage. Je sais que les entreprises ne recrutent pas parce qu'il y a une subvention, elles recrutent quand il y a véritablement un besoin. Alors peut-être que ma question peut vous sembler un peu incongrue, mais comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Excusez-moi en plus de cette arrivée tardive, mais voilà, je suis arrivée en gare de Dijon et du coup j'ai pu me reconnecter. Merci en tout cas de votre présence. Patrick, si tu veux, je vais répondre à madame la députée sur l'apprentissage parce que j'ai oublié de l'évoquer. Effectivement, le plan de soutien est très très important sur l'apprentissage. On est sur des primes par apprenti entre 5 et 8 000 euros. Donc c'est extrêmement significatif. Et évidemment, on remercie fortement le gouvernement sur cet effort-là. Hélas, on a quelques inquiétudes parce que on n'est pas sûr d'en voir beaucoup. Donc c'est le sujet. Ça va mettre en grande difficulté beaucoup de CFA. Donc on a ces inquiétudes-là aussi parce qu'on est partenaire avec eux depuis toujours. Donc moi, les uns et les autres, et Dominique Frachot et puis Sébastien Derbord et Stéphane Derbord qui est là, sont des gens qui sont attachés à cette dimension-là de l'apprentissage. Moi, vraiment, ce qui a été fait là, pour moi, ça me convient tout à fait. Maintenant, hélas, on ne va pas en trouver beaucoup, quoi. C'est ça le sujet.
D'accord, Tout ok. à fait. Mais ce que je voulais vous dire, les CFA auront la possibilité, puisqu'on a rallongé la période pour trouver une entreprise. Vous savez, on est passé de 3 mois à 6 mois. Ça peut être aussi une solution pour passer aussi le cap et accompagner les jeunes à trouver une entreprise. Et puis on espère effectivement, en tout cas il y a eu quand même des mots, même si la situation est extrêmement difficile et extrêmement tendue pour le secteur, on espère quand même que notre pays, qui est quand même un grand pays touristique, eh bien, que l'activité puisse reprendre au plus vite, dans les meilleures conditions. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est surtout effectivement d'éviter la casse économique, autant que faire se peut. Voilà, parce qu'on sait que quand il y a des entreprises qui disparaissent, eh bien, c'est une disparition totale et c'est des emplois en moins. Bien sûr. Voilà. On vous remercie pour votre présence et vos questions justes posées. Merci pour l'invitation. Merci à Hubert Jean de cette réponse. Bon, pour clore cette Assemblée générale, moi j'aimerais encore me permettre de vous dire que le PGE, le prêt garanti par l'État pour le tourisme en Bourgogne, a représenté 200 millions d'euros, que 3400 entreprises pour la région Bourgogne-Franche-Comté en ont été bénéficiaires pour une moyenne de 60 000 euros, ce qui est quand même énorme, il faut le reconnaître. J'aimerais aussi vous dire que Créative 21, sur l'initiative de Fabrice Ray et de l'UMI, donc du secteur du HCR, a engagé des travaux, justement, Madame la députée, pour essayer de faire venir des jeunes dans nos métiers. Alors, le texte que je devrais vous lire est un peu trop long, donc simplement, je vous précise que Créative et l'UMI 21 se sont associés à Vitagora qui est bien connu dans la région pour tout ce qui est le secteur des industries agroalimentaires, pour réaliser un événement de promotion des métiers autour des activités qui s'appellera de la fourche à la fourchette. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Cet événement sera en fait baptisé La Voie des Talents et devra se tenir du 1er au 2 février prochain au consortium, sachant que Créative est présidée par Madame Charest-Godard, dont les parents d'ailleurs travaillaient dans les métiers de l'industrie hôtelière, donc c'est dire si elle connaît un peu notre métier. Et vous dire qu'on réclamera certainement l'expérience des professionnels pour aider à cette chose-là. Je vous rappelle qu'il s'agit de recruter des jeunes dans nos métiers. Je pense que c'est plus important que jamais, malgré, encore une fois, tout ce qui vient de se passer dans nos métiers. J'ai pas remercié peut-être suffisamment au départ tous ceux qui étaient présents, non seulement les adhérents, mais aussi les personnalités qui étaient présentes. Je n'ai pas la liste devant moi. Je sais que Marie-Claire Bonnevalet, la présidente du comité départemental du tourisme, est présente avec nous aujourd'hui et je la remercie. Elle a aussi, comme le conseil régional, fait beaucoup de choses pour nos métiers, le tourisme, dans les temps qui viennent de se passer. Et donc, tous ceux que j'oublie de remercier, ceux dont je m'excuse, bien évidemment, sont les bienvenus dans nos métiers. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous aujourd'hui pour nous écouter. Vous avez certainement tous, nous avons tous besoin les uns des autres. Les adhérents, soyez à nos côtés. Je pense plus que jamais, vraiment, soyons solidaires dans cette épreuve que nous vivons, véritablement, cette épreuve qui est, il est vrai, dramatique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Et donc, on va se relever, moi j'en suis persuadé. Madame Virginie Raison-Forte nous a donné les raisons de continuer et quelques remèdes en fait pour continuer. C'est sûr que notre travail à tous en commun y contribue, en tout cas pour la Bourgogne, pour la Côte d'Or. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci au président Hubert Jean pour sa présence et la réponse à ses questions. Et puis, au plaisir de vous retrouver dans un endroit convivial, non pas que nous soyons mal tous les trois, mais dans un endroit plus convivial, de se retrouver tous ensemble, parce que quelque part, notre métier, c'est la convivialité, c'est l'empathie, c'est le contact avec les autres. C'est vrai qu'on vous voit, on vous entend, mais je dirais, on n'a pas ce contact, on n'a pas le cœur qui va avec, et c'est ce qui nous manque. Donc, souhaitons simplement que le cœur nous permette d'aller plus loin dans le futur. Voilà, je vous remercie tous. Je déclare cette assemblée générale terminée. Et à très bientôt, de vous retrouver tous avec une très bonne saison, avec une saison meilleure que ce que l'on pourrait penser, j'espère, à venir. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir et merci. Au revoir.